Bonjour à tous. Quel plaisir de se retrouver dans un si beau lieu que le théâtre Mogador. C'est vrai qu'on en avait tous envie et en préambule à cette grande journée qui va durer 7 heures, je voulais au nom de tous les élus de la CRCC de Paris vous souhaiter bienvenue. Alors on va avoir une journée très très riche. Vous savez, c'est une double joie d'abord de se retrouver parce que depuis les universités d'été, on avait eu, au mois de septembre, ça remonte quand même maintenant à fort loin, on n'avait jamais eu l'occasion de se retrouver en présentiel. On était présents à travers les webinaires, on s'est souvent parlé, rencontré, on a échangé, mais la vraie tradition de la CRCC de Paris, mais la vraie tradition de toutes les assemblées, c'est de pouvoir se rencontrer et échanger comme nous allons pouvoir le faire aujourd'hui. Ça, c'est la première joie. Et puis, pour moi qui suis président et pour tous les élus, c'est une nouvelle mandature qui s'est ouverte au mois de novembre. Et nous, on n'avait pas pu faire de manifestation en présentiel. C'est la première. On attendait tous ce jour avec impatience. Alors, il y a quelques semaines, lorsqu'on a voulu choisir le thème de cette journée, je dirais que le thème de la prévention s'est naturellement imposé. On n'a pas été forcément très original, mais il faut toujours faire des thèmes d'actualité. Et puis aujourd'hui, en plus, on voit que dans quelques semaines, mais même déjà dès aujourd'hui, on va sortir de cette crise. Et c'est de voir comment on va pouvoir passer cette étape, comment on va pouvoir être utile. Vous savez, pour les commissaires aux comptes, on ne va pas parler de résilience parce que c'est somme toute un lieu commun aujourd'hui, mais pouvoir rebondir, c'est quelque chose d'important. On a vécu des moments compliqués il y a quelque temps, et cette crise, après, je dirais, le caractère obligatoire du commissaire aux comptes, on va essayer maintenant de créer un caractère incontournable. Incontournable pour vraiment qu'on arrive à démontrer notre utilité, et c'est là notre ambition, et c'est là l'ambition de cette journée. Alors, rapidement, je vais vous présenter le programme, parce que comme je vous l'ai dit, le programme est chargé. On a une matinée qui va être organisée avec deux tables rondes. On va donc bien évidemment parler accompagnement préventif et sortie de crise, enjeux et solutions. Ce sera notre première table ronde. Je vais vous présenter dans quelques instants nos invités. Et puis, on parlera après, lors d'une deuxième table ronde, des procédures près des tribunaux de commerce, et on essaiera d'être le plus pratique possible. Après, on aura notre pause déjeuner. Il faudra être très timé par rapport à cette pause déjeuner, puisque on reprendra impérativement à 13h45. Vous savez, on a un horaire qui est serré. Première partie de l'après-midi, le diagnostic de solvabilité. On aura une équipe de choc qui vous présentera, mais je vous la présenterai cet après-midi, qui vous présentera un diagnostic de solvabilité. Puis vous savez, à Paris, on a créé Visbnao, on est très fiers d'avoir un outil qui est offert à tous les membres de la CRCC, et on a déjà essayé d'adapter cet outil au diagnostic de solvabilité et à la prévention des difficultés. Et en avant-première, on vous présentera avec Michel Retourné ce nouveau dispositif et cette nouvelle version de notre outil. Et puis il faudra doper après, je dirais, l'ensemble des participants, mais l'ensemble de vous tous, pour que l'on puisse repartir avec véritablement une bonne feuille de route. Et après, c'est redonner le moral un peu aux troupes dans cette période qui était compliquée. Et on aura quelqu'un qui va nous aider à réfléchir et à passer le cap de la sortie de crise. Ce sera Nicolas Bouzou qui clôturera cette journée. Alors, vous savez, cette journée, c'est aussi 7 heures de formation qui vous sont offertes. Et pour pouvoir réussir et passer le cap de cette formation, il y a quand même quelques petites contraintes. Un double émargement, donc vous avez émargé en rentrant tout à l'heure dans cette salle. Vous aurez à la sortie un deuxième émargement à faire. Après, vous avez le diagnostic, le questionnaire de satisfaction, et puis vous aurez à répondre à un quiz. Bien évidemment, on a toujours les questions de savoir si on peut disposer du support de cette réunion. Vous aurez bien évidemment le support à disposition. Donc maintenant, je ne vais pas perdre de temps, puisque comme je vous l'ai dit, nous avons un programme qui est serré. Je vais accueillir les premiers invités pour notre table ronde. La table ronde, elle a un thème,
accompagnement préventif et de sortie de crise, enjeux et solutions. Et donc, je vais vous présenter nos 3 invités. Camille, tu vas venir les inviter. Camille Boivin, vice-président de la CRCC, qui va les accueillir. Monsieur Jean-Paul Mattei, qui est député des Pyrénées-Atlantiques, membre de la Commission des Finances, président, cher Jean-Paul, du Conseil de l'immobilier de l'État, donc qui connaît bien cette salle, parce que pour ceux qui sont venus assister à des lois de finances, je crois que Jean-Paul, vous êtes déjà venu plusieurs fois ici, invité par nos amis experts comptables. Monsieur le Président Netter, président du tribunal de commerce de Paris, très heureux de vous accueillir. Alors pour parler prévention des difficultés, qui mieux que vous pouvait-on inviter? Et puis j'ai le grand plaisir, parce que ça va être la première fois qu'elle va assister en présentiel avec des confrères. Elle nous a fait l'honneur de nous retrouver, d'accueillir Madame Florence Pébernès, présidente du H3C. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue. Et nous allons commencer tout de suite notre première table ronde. Donc, on commence cette première table ronde dès maintenant avec plusieurs thématiques qui vont être abordées. Comme vous pouvez le voir, dans le contexte de sortie de crise, quelle est la vision du H3C? Madame Pébernès, on commencera cette table ronde avec votre vision. Monsieur le Président, cher Paul Winneter, je pense que vous allez nous donner des chiffres. Nous parler du tribunal de commerce de Paris. Je rappelle que le tribunal de commerce de Paris est le plus grand des tribunaux de commerce de France. Bon, certes, c'est le tribunal de la capitale, mais c'est vrai que ça regroupe quand même 180 magistrats, donc autant dire qu'ils vont abattre ce tribunal le pouls de l'économie et de la santé de l'économie. Et puis, on parlera du renforcement de l'accompagnement préventif. On aura à parler de notre code de déontologie. Ça, on vous attend, Madame la Présidente, par rapport à tout ce que nous pouvons faire ou ne pas faire, nous, commissaires aux comptes, dans cette période qui est un peu mouvementée. On parlera des textes, on se tournera bien évidemment vers la présidente du H3C, mais aussi vers le législateur pour savoir si les textes sont adaptés encore aujourd'hui pour la sortie de crise et s'il y a encore des choses à faire. Et puis, on abordera le secret professionnel, parce que c'est des choses qui sont très, très importantes pour nous dans ce cadre-là. Camille, je te laisse entamer cette table ronde. Merci Vincent. Alors, Madame la Présidente, vous nous faites le plaisir de nous rejoindre ce matin pour la première fois à une invitation de la CRCC de Paris. Donc, ce matin, alors on sait que vous avez été nommé à la tête de notre régulateur il y a maintenant un peu plus de 3 mois, par un décret du 25 mars dernier. D'ailleurs, on était nombreux à suivre vos auditions à ce moment-là au Parlement. Et pour connaître un petit peu la perception que vous aviez de notre métier à ce moment-là, aujourd'hui, 3 mois après votre entrée en fonction, la présidence du H3C, on avait envie de vous demander quelle est votre vision du commissaire aux comptes et de son rôle dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Merci à tous de m'accueillir dans ce très beau théâtre. C'est effectivement la première fois que je puis voir des commissaires aux comptes en chair et en os, à part les entretiens en bilatéral ou en petite réunion que j'ai pu organiser avec certains d'entre vous au Conseil. Vous dire, mais je le dis à mes interlocuteurs, que je n'étais pas particulièrement candidate pour être présidente du Haut Conseil lorsque Madame Guéguin a fait savoir qu'elle souhaitait rejoindre la Cour de cassation. J'ai donc été sollicitée, j'étais très heureuse à la Cour d'appel d'Orléans en qualité de première présidente, magistrat du siège depuis plus de 35 années. Pourquoi j'ai rejoint votre profession surtout votre régulateur. D'abord parce que je pense que vous partagez avec le magistrat un nombre très important de valeurs qui m'ont permis de me dire que je pourrais comprendre ce que vous ressentez quand vous exercez votre mission de commissaire aux comptes,
Pourquoi vous savez que c'est dans l'intérêt général que vous travaillez, comme le font les magistrats. Vous aussi, vous prêtez serment, comme les magistrats. Vous aussi, vous avez un sentiment très fort d'indépendance par rapport à votre client. Et vous aussi, vous savez, moi, ce n'est pas des clients, c'est des prévenus ou des demandeurs ou des défendeurs, mais vous aussi, vous savez que cette indépendance dont vous devez faire preuve, elle n'est pas dans votre intérêt à vous, elle est dans l'intérêt des gens pour lesquels vous travaillez et plus généralement, elle est dans l'intérêt du public qui a besoin d'avoir confiance dans les comptes que vous certifiez, comme il a besoin d'avoir confiance dans le juge devant lequel il se présente, soit pour répondre d'une infraction, soit pour trancher un litige. Par ailleurs, j'avais quelques compétences en matière de gestion, évidemment, des deniers publics en qualité de premier président, et donc je suis à la tête du Haut Conseil, à la tête d'une petite entreprise qui compte environ 60 salariés, et un budget dont, vous le savez bien évidemment, qui est un budget qui est alimenté par vos cotisations. J'ai donc des responsabilités d'ordonnateur public qui me contraignent à surveiller que vos cotisations sont effectivement réglées et m'assurer que les comptes du Haut Conseil sont réguliers. Il y a maintenant 3 mois, effectivement, que je suis à la tête de cette institution. J'ai effectué mon rapport d'étonnement. Je le communique à tous les interlocuteurs que je peux avoir. Et l'un d'entre eux, de mes étonnements, porte sur la manière dont vous êtes contrôlé et la manière dont le rapport d'activité du Haut Conseil en rend compte. Je n'oublie pas, et peut-être faut-il que je le rappelle à certains de mes collaborateurs du OH3C, que c'est un contrôle qualité que nous exerçons sur la profession, et que dans la qualité, il y a des fois du bien et des fois du moins bien. Je trouve que le rapport est un peu trop orienté vers le moins bien, et j'aimerais que l'année prochaine, lorsque j'apporterai vraiment ma contribution à ce rapport, nous puissions nous faire l'écho, le Haut Conseil et ses contrôleurs, de la qualité du travail des commissaires aux comptes. Et cette crise dont nous parlons aujourd'hui, celle que nous vivons aujourd'hui, je trouve que c'est l'occasion de mettre en exergue dans le prochain rapport la manière dont vous allez, vous, les commissaires aux comptes, apporter votre compétence et votre appui aux sociétés qui traversent cette crise. Et nous allons choisir, au fil des contrôles que nous ferons, des exemples de pratiques professionnelles des commissaires aux comptes dans la crise, pour les mettre en avant, les valoriser et qu'elles servent d'exemple pour tous les autres professionnels, y compris d'ailleurs les sociétés ou les investisseurs. Il s'agit pour moi non seulement que le rapport serve certes à souligner les manquements que nous relevons, il y en a, mais aussi davantage à mettre en valeur votre profession, parce qu'au fil des lectures que j'ai pu faire, des textes que j'ai pu lire avant de prendre mes fonctions, je me suis rendu compte que de temps en temps, peut-être la question de l'utilité et de la nécessité du commissaire aux comptes méritait d'être de nouveau éclairée. Et je pense qu'il appartient au Haut Conseil de participer à cet éclairage et de mettre en avant justement pourquoi un commissaire aux comptes dans une société économique solide, dans laquelle on peut avoir confiance, est un outil de premier plan. Je voudrais aussi, lorsque la question viendra, vous donner quelques éléments sur le secret professionnel du commissaire aux comptes et vous dire ce que le Haut Conseil a comme réflexion sur ce sujet. Et puis aussi, peut-être, vous donner, mais c'est un peu en marge, quelques indications sur la question de la démission du commissaire aux comptes, qui, je sais, est un sujet quasi quotidien pour vous et est assez difficile à traiter parce que les textes sont mal rédigés. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant encore une fois d'être si nombreux et en vous disant c'est à Paris que pour la première fois vous faites connaissance de votre nouvelle présidente. Je me déplacerai évidemment
J'ai déjà reçu des invitations dans les autres compagnies régionales. Merci encore. Merci, Madame la... Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et en effet, on a cette table ronde et on se revoit déjà, je vous le dis, aux universités d'été au mois de septembre, où on aura le plaisir de vous accueillir. Alors, Président Netter, on se parle depuis maintenant quelques mois, on parle beaucoup, enfin, on s'est toujours parlé avec le tribunal de commerce de Paris, mais on se parle encore plus. On essaye de voir ensemble comment on peut bâtir, je dirais, une stratégie pour essayer de aider les entreprises à sortir de la crise. On a déjà un état des lieux à faire. Moi, je voudrais déjà que vous nous présentiez l'état des lieux du tribunal de commerce de Paris aujourd'hui dans cette crise sanitaire. Merci, Président. Auparavant, pour que nous soyons sûrs de parler de la même chose, j'ai juste insisté sur ce que sont les traitements des difficultés des entreprises. Et pour ça, je vais faire 3 catégories, mais rassurez-vous, ça va être rapide. Ce qui n'est pas une procédure, ce qui n'est pas une procédure collective et ce que sont les procédures collectives. Alors, ce qui n'est pas une procédure collective, c'est les entretiens qui sont menés au sein du tribunal de commerce entre un juge et un chef d'entreprise, accompagné le cas échéant de son commissaire aux comptes ou de son conseil. Ça, c'est une première chose. Ce qui ne sont pas des procédures collectives, c'est ce qu'on appelle les procédures amiables. Et aujourd'hui, c'est 2 grandes procédures, c'est la conciliation et c'est le mandat ad hoc. Pourquoi ce n'est pas une procédure collective? Parce que les décisions prises dans le cadre des procédures amiables ne concernent que ceux qui ont participé à la négociation. Et c'est pour ça que ce n'est pas collectif, ça s'adresse uniquement, c'est un caractère assez contractuel, sauf une exception sur laquelle je reviendrai. Et puis ce que sont les procédures collectives, vous en avez 3. J'en distingue une qui est la sauvegarde, parce que pour rentrer en sauvegarde, il ne faut pas être en cessation de paiement. Et les 2 autres que tout le monde connaît, c'est le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Voilà. Donc je voulais juste avoir ce petit rappel en préambule. Alors, le sujet, il est sur la table maintenant depuis quasiment le début de la crise sanitaire. C'est de dire comment l'économie va résister à ce qui est un état d'urgence, pas seulement sanitaire, mais clairement un état d'urgence économique. Et bien sûr, il y a des professionnels du pessimisme, et donc vous avez des personnes qui maintenant, depuis déjà plusieurs mois, prédisent la catastrophe, qui devait intervenir au mois de septembre 2020, et puis à Noël 2020, et puis à Pâques 2021, etc. etc. Aujourd'hui, il n'y a pas, et je vais y revenir, il n'y a pas cette catastrophe annoncée. L'économie résiste bien, on va essayer d'expliquer pourquoi, et nous avons des chiffres qui sont assez paradoxaux, puisque depuis le début de la crise sanitaire, les procédures collectives, je veux dire, sont en diminution très nette dans le cadre du tribunal de commerce de Paris, mais également dans le cadre de tous les autres tribunaux de commerce. On aurait pu s'attendre évidemment à autre chose. En réalité, le premier effet de la crise, paradoxalement, c'est la diminution des procédures collectives. Alors, je vais vous donner des chiffres et ensuite, on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, je rappelle que en 2018 et 2019, c'est-à-dire des années qui n'étaient évidemment pas impactées par la crise sanitaire, le tribunal de commerce de Paris traitait 3300 procédures collectives par an. En 2020, ce chiffre est tombé à 2300. C'est-à-dire, c'est 30% de diminution, mais c'est aussi 1000 entreprises en moins qui ne sont pas concernées par les procédures collectives. Alors, quid de 2021 ? Eh bien, on est sur une tendance très similaire à l'année antérieure. Le total des procédures à fin mai, parce que je n'ai pas encore les chiffres de juin, le total des procédures à fin mai est de 960, et il était de 934 en 2020, c'est-à-dire finalement une quasi-stabilité des chiffres. Alors, ce qui est par contre notable, c'est que le nombre de salariés concernés
par contre, par rapport à 2020, est en très nette diminution. On avait eu un sursaut extrêmement important au début, enfin dans les premiers mois de 2020, en nombre de salariés, puisqu'on avait 10 200 salariés concernés. Ça, c'était extrêmement important. On revient à 3 600. C'est-à-dire là, on a une baisse extrêmement significative. Pourquoi? Parce qu'on a vu arriver des entreprises, effectivement, qui étaient impactées très fortement par la crise et qui étaient des entreprises importantes en termes de salariés. Alors, pourquoi cette évolution? Tout le monde le dit, c'est les injections de liquidités qui ont été massives, que ce soit au travers de subventions ou que ce soit au travers des dispositions genre PGE, prêt garanti par l'État. Donc, ça a conforté indiscutablement la trésorerie des entreprises. Et puis, il y a les autres dispositions qui ont allégé les charges, notamment le chômage partiel. Enfin, disons que de ce point de vue-là, Bercy a mis en œuvre des mesures dont on peut dire aujourd'hui qu'elles ont été extrêmement efficaces. Je ne parle pas du coût, c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte. Ça, je n'aborde pas ça, mais indiscutablement, les mesures ont produit des effets et des effets positifs. Le deuxième élément qui est également extrêmement important, c'est que les créanciers publics, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire l'URSSAF, c'est-à-dire aussi beaucoup de caisses de retraite, ont cessé pour l'essentiel les assignations en cessation de paiement. Alors évidemment, quand on ne vous assigne pas en cessation de paiement, bon, ben, il y a moins de procédures, ça c'est quasi mécanique. Et donc ce sont les deux éléments essentiels qui font qu'aujourd'hui, les tribunaux de commerce, paradoxalement, ont une activité en procédure collective beaucoup moins importante que celle qu'ils avaient dans les années antérieures. Alors, je ne dis pas que ça durera tout le temps. Moi, ce qui me frappe là-dessus, c'est qu'on est clairement en dessous de l'étiage courant, c'est-à-dire de ce que je peux appeler la respiration normale de l'économie. Auparavant, on avait un cycle qui faisait que, grosso modo, dans Paris, il y avait entre 3000 et 3500 procédures collectives par an. Là, vous avez vu qu'on était inférieur sensiblement. Il y aura peut-être à un moment un phénomène de rattrapage. Je ne veux pas être particulièrement pessimiste, mais je veux dire, c'est quand même, il n'y a pas de raison pour que cette respiration normale de l'économie ne retrouve pas à un moment son rythme. Donc, je laisse la question ouverte, mais pour moi, c'est une interrogation. Est-ce que cela se produira et quand cela se produira? À mon avis, la deuxième question, d'ailleurs, est plus importante que la première. Alors, le deuxième point important, c'est les chiffres de procédure amiable. Alors, je l'ai dit, c'est les conciliations et c'est les mandats ad hoc. Je rappelle le principe de la procédure amiable. C'est une procédure qui vient à l'initiative de l'entreprise et l'entreprise vient voir le président du tribunal ou son délégué ou ses délégués et vient solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation ou l'ouverture d'un mandat ad hoc, c'est-à-dire que le tribunal, s'il est convaincu de l'intérêt de cette procédure, va désigner un conciliateur ou va désigner un mandataire ad hoc. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que les procédures amiables, elles, ont sensiblement augmenté dans cette période. Et les chiffres, alors qui sont bien sûr en valeur absolue, sont des chiffres qui ne se comparent pas aux procédures collectives, parce que les conciliations concernent des entreprises en général plus importantes. Alors, on a une augmentation de quasiment 30% des procédures amiables par rapport à 2020. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que du fait des textes qui ont été votés, la conciliation est en train de faire disparaître le mandat ad hoc. Pourquoi? Parce qu'il y a un fameux article 2 de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui permet aux juges, dans le cadre d'une conciliation, de suspendre les procédures exécutoires. Alors vous voyez évidemment l'intérêt que ça peut représenter pour une entreprise. Et du coup, il y a un certain nombre d'entreprises qui
qui sont devenues amoureuses de la conciliation et qui viennent beaucoup plus facilement auprès du tribunal. Et très rapidement, on voit qu'on est confronté à une demande de suspension des procédures d'exécution. On le voit notamment pour les sociétés qui sont confrontées à des problèmes de loyer. Voilà, vous imaginez que dans le secteur du tourisme, par exemple, on a souvent ce genre de choses. Alors donc, on a une forte hausse des procédures amiables, et ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça, et est-ce qu'il faut s'en réjouir? À mon avis, à l'évidence, c'est quelque chose d'extrêmement positif, parce que tout le monde le sait. Le message est répété de multiples fois. Plus on vient tôt, et mieux c'est. Et plus on vient tard, et moins bien c'est. Quand vous venez devant un tribunal à bout de ressources, vous êtes également à bout de solutions. Quand vous venez devant un tribunal et que vous n'avez plus aucune réserve, ça veut dire aussi que le tribunal n'a plus de solution pour vous. Donc, plus vous venez tôt, et mieux c'est. Et les procédures amiables sont en fait des procédures qui concernent les sociétés in boni, c'est-à-dire qui ne sont pas en cessation de paiement. Alors, c'est pour ça que je pense que l'augmentation des procédures amiables, l'augmentation des procédures de prévention est une chose extrêmement positive. Le deuxième point que je note aujourd'hui, c'est que auparavant, on disait « Ah oui, mais les procédures amiables, la conciliation, tout ça, ça concerne les grosses boutiques, c'est-à-dire celles qui ont des conseils, celles qui ont des directeurs financiers, etc. etc. » En réalité, la crise financière a eu, de ce point de vue-là, un effet positif, c'est-à-dire qu'on voit un enracinement des procédures collectives dans le tissu économique, et dans le tissu économique qui n'est pas seulement celui des grandes entreprises. Si je prends nos chiffres, par exemple, depuis le début de l'année, on a plus de la moitié des ouvertures de procédures qui concernent des TPE ou des PME. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, cette culture de la prévention est en train de se diffuser dans le tissu économique, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Alors, ce qu'elle veut dire aussi, et la conséquence, c'est que le nombre des salariés qui sont concernés par ces procédures est un nombre qui diminue, parce que quand on dit TPE, PME, évidemment, on n'est pas dans les grosses boutiques qui ont plusieurs centaines de salariés. Et il y avait 297 salariés en moyenne qui étaient concernés par les procédures en 2020, et ce chiffre tombe à 228 sur les 6 premiers mois, là j'ai les chiffres jusqu'à fin juin, sur les 6 premiers mois de 2021. Donc, encore une fois, je trouve que c'est extrêmement positif. Alors, pourquoi c'est comme ça? D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de discours sur « venez vite, et si vous venez vite, c'est bien », donc qui ont vanté les mérites de la prévention. Et ça, je crois que ces discours ont commencé à porter. Et probablement aussi, c'est le deuxième point, c'est que cette culture s'est diffusée auprès de vous. En tout cas, on en a l'impression, c'est-à-dire que moi, je suis persuadé que les professionnels du chiffre aujourd'hui sont beaucoup plus informés de ces procédures qu'ils pouvaient l'être il y a 2 ans, et qu'ils se font les relais auprès de leurs clients de ce type d'action, en suggérant, le cas échéant et à bon escient, à leurs clients de venir au tribunal, de ne pas avoir peur du tribunal, et que le tribunal, en fait, peut être non pas un élément du problème, mais plutôt un élément de la solution. Donc aujourd'hui, je me résume, moins de procédures collectives, plus de procédures amiables, et donc plus de prévention. Et, Président, nous nous en réjouissons. On s'en réjouit tous. Merci, Monsieur le Président. Alors, on avait une question un petit peu... Une question un petit peu d'actualité qui concernait la loi relative à la gestion de la sortie de la crise.
Alors, donc, cette loi dont on sait qu'elle propose des procédures préventives à des entreprises de petite taille et pour une durée limitée. Alors, on voulait savoir quel était votre sentiment. Est-ce qu'il y avait un engouement particulier pour ces procédures préventives nouvelles? Alors, à vrai dire, il est un peu tôt pour vous répondre. Pourquoi? Parce que la loi renvoie à des décrets pour notamment délimiter et déterminer les entreprises qui vont pouvoir opter pour cette formule qu'on appelle redressement judiciaire simplifié. Et quand j'ai interrogé la chancellerie sur les décrets, je pense que c'est pas avant fin juillet, dans le meilleur des cas. Donc aujourd'hui, je suis incapable de dire si ça va intéresser ou si ça va pas intéresser. Tout ce que je peux évoquer, c'est la philosophie. Tel que le disent les pouvoirs publics, c'est de dire d'une part, il y a des entreprises qui ont un peu peur des tribunaux de commerce, donc on va essayer de trouver quelque chose de plus rapide. Et puis, effectivement, les entreprises ont peur de procédures longues, donc on va abréger la durée de cette procédure-là. Ce que l'on en sait aujourd'hui, c'est que ça va concerner plutôt les petites entreprises. On a eu des chiffres qui ont circulé, je crois, monsieur le député. C'est des entreprises de moins de 20 salariés qui font 3 millions de chiffre d'affaires. A priori, ça devrait être ça, mais c'est pas encore, à ma connaissance, c'est pas encore déterminé. C'est des procédures qui ne sont pas appelées à être pérennes. Elles devraient durer et être offertes à l'option pendant 2 ans. C'est des procédures qui doivent durer moins longtemps, 3 mois. C'est des procédures où il n'y aurait qu'un mandataire. Et curieusement, alors vous avez un rôle important à jouer parce que il faut être en état de présenter une comptabilité claire et bien tenue et qui apparaît comme aussi sincère. Donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire qui apparaît comme ça, etc. Mais enfin, bon, je pense que quand vous aurez signé, on vous fera confiance. Et puis donc il y aura aussi un allègement de l'examen du passif. C'est-à-dire qu'on dira, voilà, on dira au chef d'entreprise quels sont vos créanciers et on se reposera a priori sur ces déclarations. Mais les effets sont importants parce qu'on pourra étaler quand même avec ça les dettes sur 10 ans. Et les co-obligés ou les dirigeants qui ont consenti des garanties personnelles pourront bénéficier de ces mesures également. Voilà. Donc, à ce stade, je ne sais pas du tout si ça va intéresser grand monde. Nous aurons le plaisir de vous réinviter dans quelques mois, comme ça vous nous donnerez voilà, votre aperçu de ces procédures dans quelques temps. Alors, Monsieur le Président, on va encore rester avec vous quelques instants, puisque vous nous avez trouvé une transition, c'est-à-dire celle de notre utilité pour le tribunal de commerce. Donc la question qu'on se posait, c'est comment est-ce que nous, professionnels du chiffre, commissaires aux comptes, on peut vous être utile et quel document d'ailleurs pourrait voilà, vous aider, si je puis dire, à vous positionner dans le cadre des procédures. On pense à des diagnostics de solvabilité, on parle beaucoup d'attestation, de prévision, voire même d'état de cessation ou non des paiements d'une entreprise. Alors quel est votre sentiment sur ce sujet-là? Je vais être un peu provocant en fait. Je dirais, voilà, moi je m'occupe de procédures collectives, j'ai évoqué ces procédures. Il y a des acteurs de ces procédures qui sont les auxiliaires de justice, qui sont les mandataires, qui sont les administrateurs, etc., etc. Vous n'êtes pas un acteur des procédures collectives, c'est clair. Une procédure collective, en général, se déroule aujourd'hui sans vous. Alors certes, vous pouvez intervenir en amont, c'est-à-dire il y a les procédures d'alerte, et j'y reviendrai dans un instant, parce que la transposition de la directive va renforcer et va vous permettre d'alerter plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vous n'êtes pas vraiment un acteur de la procédure collective. Peut-être devriez-vous apparaître davantage et être peut-être davantage un auxiliaire, effectivement, pour la justice, notamment quant à la sincérité des comptes. Vous êtes en revanche des acteurs extrêmement importants dans la restructuration. Ça, c'est indiscutable. Je veux dire, vous intervenez parce qu'il y a besoin de prévision, il y a besoin d'abord de connaître la situation de la société, mais vous l'êtes beaucoup moins dans les procédures collectives. Alors, maintenant, vous êtes, bien sûr, il y a la procédure d'alerte qui vous permet d'écrire au président du tribunal de commerce.
Je dirais aujourd'hui que je ne suis pas submergé par les courriers. Je veux dire, c'est un bon signe probablement, et je préfère le prendre ainsi, mais il n'y a pas tellement en réalité de courriers qui alertent le président du tribunal de commerce sur la situation de telle ou telle société. Alors ça, c'est l'article L611.2 du Code de commerce. Je disais, je faisais allusion à la transposition de la directive. Elle va prévoir une procédure d'alerte plus rapide. C'est-à-dire que dès la première information que vous ferez au chef d'entreprise, si ces réponses vous paraissent insuffisantes, vous pourrez saisir tout de suite le président du tribunal de commerce. Et ça, je pense que c'est bien. Ça suppose que vous ayez effectivement un rôle actif d'abord en prenant conscience des difficultés des entreprises, en interrogeant le chef d'entreprise et en diagnostiquant, en portant un diagnostic sur la réponse qui vous est faite. Et ça, de ce point de vue-là, votre opinion sera effectivement extrêmement importante pour le tribunal de commerce. Alors, à part cela, moi, vous l'aurez compris, je pense que votre premier rôle, c'est celui de la prévention. Un chef d'entreprise par nature est optimiste, un chef d'entreprise par nature est occupé, vous le savez puisque vous êtes des chefs d'entreprise, et effectivement, ils ne se rendent pas forcément compte de l'évolution et de la dégradation des signaux autour de lui. Vous pouvez être celui qui l'aide à prendre conscience de ces éléments, et vous pouvez être bien sûr celui qui va l'orienter vers ces procédures amiables, vers ces procédures où, je le rappelle, en aucun cas il ne perd le contrôle de son entreprise, ce qui est, vous le savez, assez différent quand vous êtes en cessation de paiement. Donc, votre premier rôle pour moi, c'est indiscutablement favoriser les procédures amiables, c'est-à-dire globalement favoriser la prévention. Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Alors, votre deuxième rôle aussi, je pense, c'est de dédramatiser le fait d'aller devant le tribunal de commerce. Alors, je sais bien, tribunal de commerce, il y a le mot tribunal, qui n'est pas forcément un mot sympathique, et qui n'incite pas les gens à aller venir prendre le thé. En tout cas, ce n'est pas l'opinion qu'ils en ont. En réalité, il faut démythifier ça. Le tribunal de commerce est un tribunal un petit peu particulier parce qu'il est composé pour l'essentiel de chefs d'entreprise ou en tout cas de personnes qui ont, comme vous le savez, assumé des responsabilités dans l'entreprise. Donc, c'est des gens qui portent sur les entrepreneurs un regard a priori sympathique, a priori bénévolent, et ils sont particulièrement sensibles aux exigences de la loi, dont je leur rappelle, qu'est-ce qu'elle fixe comme objectif aux juges dans les procédures collectives? C'est d'abord favoriser la continuité de l'entreprise. Donc l'idée n'est pas de dire « voyons comment on va vous découper », c'est d'abord favoriser la continuité de l'entreprise, ensuite c'est la pérennité de l'emploi, et enfin, la protection des créanciers. Voilà, c'est ça, cet ordre. Donc, devant un tribunal de commerce, on ne vous attend pas et on n'attend pas l'entreprise, d'abord pour la découper. Et souvent, le tribunal fait partie de la solution, parce que c'est celui qui va permettre d'étaler les dettes, qui va permettre de trouver des solutions et de sortir l'entreprise de la nasse dans laquelle, à un instant, elle peut se trouver, elle a besoin de pouvoir respirer, et cette respiration, elle va le trouver précisément soit dans les procédures amiables, soit dans les procédures collectives, évidemment, sauf la liquidation. Alors, votre troisième rôle, c'est effectivement d'informer le tribunal. Vous en aurez l'occasion dans le cadre du redressement judiciaire simplifié, comme je le disais tout à l'heure, puisque il faudra quand même qu'on ait, je le disais, une idée claire de la comptabilité. Et là, vous êtes irremplaçable. Nous sommes intéressés aussi sur votre opinion sur la viabilité de l'entreprise. Nous sommes intéressés aussi sur votre opinion sur les voies de redressement de l'entreprise.
comme je le disais, vous devez être des acteurs aussi de ces procédures et nous aider à traiter de façon efficace les difficultés des entreprises. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, Monsieur le Président. Vous nous rassurez sur notre utilité. On n'en doutait pas, mais on aime bien l'entendre. Je vous ai vu, Madame la Présidente, réagir tout à l'heure lorsqu'on a parlé procédure d'alerte, et je crois que vous avez quelques mots à nous dire à ce sujet. Oui, je vais vous rappeler, la rappeler, parce que vous la connaissez par cœur, la NEP 570, norme d'exercice professionnel 570, qui s'appelle continuité d'exploitation. Elle définit ce qu'il est attendu de vous dans le cadre de votre mission de certification des comptes. Vous devez être vigilant quant aux événements ou aux circonstances qui sont susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation. Même si la NEP ne vous impose pas de rechercher activement ces faits, mais vous devez regarder sur les aspects de nature financière, le fait que des emprunts ne sont pas reconduits, sur des incidents importants de paiement que subit l'entreprise, ou bien de nature plus opérationnelle. On vous invite dans cette norme d'exercice professionnel à être alerté si vous constatez la perte d'un marché important ou le départ, par exemple, d'employés qui ont un rôle clé dans l'entreprise. Alors, la norme d'exercice professionnel vous demande d'informer la direction de tous ces faits qui sont de nature à compromettre la continuité et que vous avez détectés. C'est ce qu'on appelle la procédure zéro dans notre langage, la phase zéro de la procédure d'alerte. Il vous appartient d'apprécier les actions que l'entité envisage de mener en cas de confirmation de l'incertitude sur la continuité d'exploitation. Lorsque vous concluez que les plans d'action de la direction ne sont pas susceptibles de mettre fin à cette incertitude, une incertitude significative, vous devez alors mettre en œuvre la procédure d'alerte. C'est ce dialogue que vous devez avoir avec le dirigeant que donc vous le savez, qu'on appelle la phase 0 et qui n'est pas à proprement parler inscrite dans le Code de commerce. L'importance pourtant de cette phase a été soulignée par le H3C, la compagnie nationale, dans le communiqué qu'ils ont pris dès le 16 avril 2020 et qui a été publié sur le site du H3C. Notre objectif en faisant cette publication était de renforcer le dialogue entre le commissaire aux comptes et le dirigeant dans ce contexte particulier de crise. Vous étiez invité plutôt à vous assurer que le dirigeant avait connaissance des outils qui étaient mis à sa disposition par l'État, d'établir avec lui un diagnostic sur la situation de l'entreprise pour apprécier s'il utilisait ou non ces différentes aides, ainsi que les perspectives qu'il y avait à pouvoir aider la continuation de l'activité. Et dans ce cadre-là, des articles du Code de procédure de commerce qui sont relatifs à la procédure d'alerte sont très prescriptifs. Ils indiquent que les faits de nature à compromettre cette continuité doivent avoir pour effet de déclencher cette procédure d'alerte si le dirigeant ne les suit pas. Voilà, c'est juste que je voulais un tout petit peu compléter en raccrochant vos normes d'exercice professionnel les dispositions du Code de commerce sur les procédures collectives. Merci beaucoup. Juste un dernier point, pardon. Vous savez que l'ordonnance du 20 mai 2020 aussi a modifié temporairement le dispositif en prévoyant dans l'article 1 que lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures insuffisantes, le commissaire aux comptes peut informer le président du tribunal compétent dès la première information faite. On avait raccourci dans cette ordonnance le dispositif normal. Et vous savez que à cette occasion-là, on lève le secret professionnel auquel vous êtes astreint
en faveur du tribunal de commerce. Merci. Ouais, c'est important, en effet, que les procédures d'alerte servent à quelque chose, et pour qu'elles servent à quelque chose, faut-il encore qu'elles soient déclenchées le plus tôt possible. Alors, Jean-Paul Mattei, bien évidemment, vous êtes législateur, vous êtes député, mais vous connaissez bien nos professions, parce que vous-même, profession du droit, les professions réglementées, vous êtes notaire, vous n'avez jamais oublié votre métier d'origine, vous planchez beaucoup sur les textes qui touchent nos professions. Alors d'une manière générale, je ne vais pas vous parler que des professions du chiffre, puisque je sais que c'est aussi les professions du droit, mais ce sont nos professions réglementées. Comment vous voyez notre utilité dans le cadre des procédures amiables, dans le cadre de la prévention? Et puis, on ira peut-être au-delà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme texte pour renforcer un peu notre utilité et essayer d'être le plus proactif possible? Oui, d'abord, je suis très content de retrouver ce magnifique théâtre de Mogador que je connais bien pour avoir animé pas mal de lois de finances pour une profession sœur que sont les experts comptables et avec les notaires. Effectivement, moi je connais votre profession depuis, je réfléchissais, presque 40 ans. Je me souviens quand j'ai démarré ma carrière de juriste, il se trouve que je suis notaire, mais j'ai fait beaucoup de droit d'entreprise et j'en fais encore puisque on accompagne dans mon étude beaucoup dans le cadre de secrétariat juridique de société et donc on côtoie fréquemment vos professions. Je me souviens toujours la question des conventions réglementées qui me questionnait au départ quand je débutais dans la carrière et j'allais voir un peu les conséquences des conventions réglementées. Mais au-delà de tout ça, moi je suis persuadé que votre profession est vraiment au centre de l'entreprise. Ce tiers de confiance, je dirais cette position un peu intermédiaire et de retrait et de secret par rapport aux affaires. Moi, j'assistais à pas mal d'assemblées générales de sociétés où vous intervenez dans le cadre de votre rapport, le rapport du commissaire aux comptes et puis le rapport sur les conventions. Chaque fois, il y a une forme de, vis-à-vis des associés ou des actionnaires présents, il y a une forme de retrait, en quelque sorte, d'impartialité du commissaire aux comptes par rapport à ce positionnement vis-à-vis de l'entreprise. Et ça, c'est assez intéressant, et même dans les plus grandes entreprises, j'ai pu constater notamment lorsqu'on a la présence de représentants du personnel, c'est rassurant d'avoir cette présence des commissaires aux comptes. Alors, votre rôle dans la prévention, c'est vrai qu'on a vécu une période absolument incroyable. Monsieur le Président, vous évoquiez le fait qu'il y a une baisse des procédures, mais ce n'est pas étonnant, puisqu'on a maintenu l'économie un peu en survie, on a évité ce qu'on appelle les états de cessation de paiement, on va se dire les choses, grâce à 4 lois de finances rectificatives, une loi de finances, plus encore un texte récemment, qui devrait être adopté cette semaine ou la semaine prochaine, concernant la première loi de finances rectificative, qui injecte et qui prend des mesures pour, en quelque sorte, sauver l'économie française, et ça marche, et on peut en être satisfait. Mais là, vous allez avoir effectivement un rôle de plus en plus important par rapport à cette vision que vous devez avoir de l'entreprise. Vous évoquiez, Madame la Présidente, un peu toutes les missions et toutes les alertes qui doivent être faites, mais effectivement, il y aura certainement des alertes complémentaires ou des vigilances complémentaires à avoir, compte tenu des éléments de la crise. Parlons des PGE, les remboursements des PGE. Parlons également d'autres facteurs. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises, certes, qui sont toujours en survie, mais qui réduisent sensiblement la voilure. Il y a beaucoup d'entreprises qui réduisent leur activité. Donc ça va avoir un impact aussi sur ce qu'on peut appeler le point mort des entreprises et sur lequel elles peuvent rebondir. Donc vraiment, votre rôle est essentiel. Vous savez qu'avec quelques collègues à l'Assemblée, moi j'étais assez réticent sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi Pacte sur votre mission. Bon, c'est ainsi. Je pense qu'on n'a pas pris assez la dimension du rôle de tiers de confiance que vous êtes. C'est un rôle difficile que vous avez parce que à la fois vous êtes près du chef d'entreprise, mais en même temps vous êtes là pour lui rappeler ses obligations
pas simplement aux dirigeants, mais également vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des partenaires de l'ensemble de l'entreprise. Vous avez ce rôle d'alerte permanent, en quelque sorte, de vigilance permanent. Et je crois que c'est important que vous puissiez élargir votre domaine. Et également, dans le cas de la loi Pacte, on a introduit une notion dans l'objet social des sociétés d'une raison d'être de l'entreprise et tout le côté social et environnemental. Et là encore, à mon sens, dans le futur, vous aurez un rôle aussi important de vigilance sur les risques, et notamment de manière environnementale, que peuvent l'entreprise, et donc faire très attention sur la pérennité de l'entreprise. On voit d'ailleurs des grandes sociétés mondiales qui réorientent leur activité parce qu'il faut qu'elles restent dans le marché, qu'elles soient compétitives, et tout ça, ça élargit le spectre de votre mission qui est de plus en plus important. Alors les relations entre le commissaire aux comptes, l'expert comptable et le juriste qui est auprès de l'entreprise sont des missions important. Je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse dialoguer. Moi, je l'ai vécu professionnellement, le dialogue constant. Alors, on va évoquer la notion de secret professionnel et autres, mais c'est quand même souvent des discussions. Et il me semble que dans les missions que l'on pourrait avoir, ça pourrait être une espèce de... Vous savez, en médecine, lorsqu'on a un cas médical un peu compliqué, certains professeurs se réunissent. Et on pourrait très bien réunir l'expert comptable, le commissaire aux comptes et le juriste avec le chef d'entreprise pour essayer de poser un diagnostic global sur l'entreprise, dire voilà, dans quelle situation est-elle, est-ce que c'est compliqué de déclencher une procédure d'alerte, je dirais d'aller voir le tribunal, c'est une démarche qui est parfois douloureuse, nécessaire, mais parfois douloureuse, et donc je peux dire qu'elle n'est pas facile. Quant au secret entre nous, bon, moi, en tant que notaire, le secret professionnel est quelque chose de très intime et de très personnel. Ce sont les familles. On est vraiment tenu à un secret professionnel. Même quelqu'un qui nous délierait du secret professionnel ne nous permet pas d'être délié du secret professionnel. Vous, c'est un peu différent parce que votre secret, il est quand même encadré et vous avez quand même des obligations d'information donc, c'est pas tout à fait le même secret. Il est nécessaire, mais il me semble important. Et je voudrais juste terminer sur, moi, quelque chose qui, je vais peut-être être un peu provocateur, qui m'a toujours un peu interpellé, c'est le côté normatif de vos rapports de commissaire aux comptes. Bon, je sais qu'ils sont très très bien calibrés, chaque mot a son importance, mais parfois il faudrait, pour la bonne information, excusez-moi l'expression, se lâcher un peu dans les rapports. Vous avez le rapport de gestion qui a certaines mentions obligatoires et que vous vérifiez et qui donne des informations auxquelles on ne donne pas peut-être suffisamment d'importance. L'état de la société, les perspectives d'avenir. Souvent on dit perspectives d'avenir. Non, aujourd'hui les perspectives d'avenir, il faudra étayer ces rapports et leur donner du contenu. Et vos rapports, et moi qui assiste à beaucoup d'assemblées générales, même en tant qu'homme politique, lorsque j'assiste à des assemblées générales d'associations, je sens que les rapports de commissaire aux comptes sont très cadrés, sans plus. La lecture est parfois un peu barbante, excusez-moi, mais ça mériterait parfois d'avoir plus d'informations, y compris pour les personnes extérieures, que ce soit les partenaires, les financiers, ou bien même, pour prendre le cas des sociétés, les associés, les actionnaires, qui auraient besoin d'être parfois un peu plus éclairés sur la situation de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais dire. C'est vrai que parfois c'est un peu abscon nos rapports. Moi j'essaye toujours, vous le savez, de les égayer un peu, mais c'est difficile d'égayer un rapport aux comptes annuels. Madame la Présidente, je vais me tourner vers vous. On va reparler dans quelques instants du secret professionnel, du secret partagé, mais dans cette période où on doit être proactif, où les commissaires aux comptes doivent agir, on sort un peu de la mission, je dirais, de certification. On est un peu vers d'autres missions. On sait qu'on a eu une réforme de notre code de déontologie, mais vous savez, là, on est un peu écartelé. Comme aujourd'hui, on s'interroge, on se pose plein de questions. Qu'est-ce que nous permet de faire le code de déontologie? On voit qu'on a une véritable utilité dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. On pense que l'on est dans notre rôle. Mais bien évidemment, comme on n'est pas dans le domaine de la certification,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Je crois qu'on a tous envie de vous entendre sur ce sujet. Pour votre profession, il y a avant et après la loi Pacte du point de vue de la déontologie. Quelques petites informations quand même avant d'entrer dans le vif du sujet sur la loi Pacte. Vous savez qu'elle a eu pour principale conséquence de rehausser les seuils au-delà desquels les entités doivent avoir recours au commissaire aux comptes, et que votre profession s'est beaucoup émue de ce choix législatif, considérant que ce choix allait entraîner une perte importante de mandats, ceux qui vous sont confiés par les entités pour certifier les comptes. Et pour essayer de convaincre le législateur, puisqu'il semblait qu'il fallait le faire, de l'utilité des commissaires aux comptes, et puis aussi pour amortir les conséquences économiques pour vos cabinets de ce rehaussement des seuils. La loi Pacte a prévu ce que l'on a appelé les mandats ALP pour les petites entreprises, donc des mandats qui vous permettaient de leur donner des services que vous ne donniez pas par le passé. Les conséquences de cette loi commencent à être lues par le Haut Conseil, puisqu'elle date de 2019, nous sommes en 2021, et au regard des déclarations d'activité que vous avez effectuées au Haut Conseil dans le courant du printemps, au moment où j'ai pris mes fonctions, nous avons constaté deux choses. D'abord que, contrairement à ce que nous le craignions, le chiffre d'affaires de la profession en matière de certification des comptes et des services associés à la certification, autre que la certification des comptes, mais pour les entreprises dont vous certifiez les comptes, parce que sur les autres, nous n'avons pas de lisibilité. Donc je disais, pour ce chiffre d'affaires-là, il a été constaté à la hausse. La profession n'a pas perdu de chiffre d'affaires sur cette activité-là, alors qu'elle a perdu des mandats, environ 35 000. Je dirais que ce constat est contrasté, c'est-à-dire que ce sont les cabinets les plus importants de votre profession qui ont vu leur chiffre d'affaires progresser, et je suis là pour ça, madame. Je suis magistrat du siège, je le resterai jusqu'à la fin de ma carrière. Et donc, chaque fois que vous m'entendrez, ce ne sera jamais avec un discours de langue de bois, et ce sera toujours avec des chiffres exacts. Ce n'est pas possible autrement. C'est pour ça que nous nous comprenons. Et donc, je disais que ce sont les cabinets les plus importants de votre profession qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, et ils ne l'ont pas vu par l'augmentation de leur propre mandat, ils l'ont vu par l'augmentation des services autres que la certification qu'ils ont eu à accomplir pendant l'année 2020, laquelle a connu de nombreuses opérations de restructuration des entreprises qui ont été, pour ces gros cabinets-là, un chiffre d'affaires plus important. Ce sont donc les cabinets de moindre importance qui ont vu une partie de leur chiffre d'affaires réduit. À l'arrivée, au total, c'est pourtant une augmentation du chiffre d'affaires total de la profession qui a été constatée par le Haut Conseil. Deuxième constat, les espoirs qui avaient pu être mis dans les missions dites ALP se sont révélés un peu décevants. Nous avons, si vos déclarations d'activité sont exactes, enregistré environ 11 500 mandats ALP sur la totalité de l'année 2020 et pour toutes vos déclarations. Au regard des 30-35 000 mandats perdus, c'est effectivement pas enthousiasmant. Nous avons essayé aussi de vérifier ce qui avait été une hypothèse faite par le législateur, c'est-à-dire du coût moyen du mandat ALP, puisque vous vous souvenez que c'était un argument qui avait été utilisé pour dire les commissaires aux comptes pourront proposer des services aux petites entreprises moins coûteux
que la certification des comptes, mais tout aussi utile pour elle. Alors, c'est difficile de faire ce calcul, hein. Il peut être biaisé parce que ça porte que sur 11 000 et quelques mandats, donc les chiffres sont, par rapport aux 250 000 ou 220 000 mandats que vous avez, ce sont des petits chiffres, et donc les variations sont significatives, et je donne le chiffre, mais avec précaution. Ce que nous avons fait, donc ce calcul du coût moyen du mandat ALP, a mis en évidence qu'il n'était pas particulièrement moins cher qu'un mandat ordinaire de certification des comptes d'une entreprise de taille plutôt petite. Voilà ce que je voulais vous dire de ce que le Haut Conseil a observé sur la base de vos déclarations. Pour revenir à la question sur les règles déontologiques avec la loi Pacte, donc cette réforme en profondeur de la loi Pacte a modifié vos modalités d'exercice, justement parce qu'elle vous a permis de faire des missions qu'avant il vous était interdit de faire. Des assouplissements donc dans les services interdits et la possibilité pour le commissaire aux comptes qui certifie ou pas les comptes de proposer à l'entité des missions et prestations différentes. Ce qui n'a pas changé du point de vue de votre déontologie, c'est la vigilance dont vous devez faire preuve quand vous proposerez ou quand vous serez sollicité par les entités pour ces missions ou ces prestations. Vos règles principales de déontologie, c'est respecter vos principes fondamentaux de comportement, être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle vous fournissez une mission ou une prestation, identifier les risques susceptibles de nuire à votre indépendance et, face à ces risques, mettre en place des mesures de sauvegarde. Lorsque de telles mesures ne sont pas possibles, soit vous n'acceptez pas la mission, soit vous devez y mettre fin. Compte tenu de l'intérêt général qui est attaché à la mission de certification des comptes, ce dispositif est renforcé lorsque vous les certifiez. Si donc le commissaire aux comptes a bien une place privilégiée dans l'accompagnement des entreprises en sortie de crise, et on sent bien que justement dans cette sortie de crise, ce type de mission nouvelle va vous être demandé ou vous pourrez les proposer. En tout cas, elles ne doivent jamais vous placer en situation de contrevenir aux règles de déontologie. Pour vous aider dans cette appréhension qui, nous le savons au Conseil, n'est pas simple, le Haut Conseil a souhaité que soit intégré dans le programme de travail de la commission paritaire la préparation d'une ou de 2 normes de déontologie et qui auront 2 objectifs: sécuriser vos interventions et définir les principes de mise en œuvre opérationnelle de l'approche risque-sauvegarde dont je vous parlais tout à l'heure, et destinée à prévenir aussi la compromission de votre indépendance. Donc c'est dans le 2e semestre de l'année 2021 que les travaux de la commission paritaire vont prendre de l'ampleur, et je pense que le collège du Haut Conseil adoptera ces normes dans les mois de novembre ou décembre. Je sais que je prends du retard, je sais que vous l'attendiez plus tôt, mais c'est pas facile, c'est une norme déontologique qui va être délicate à rédiger, et je ne peux pas vous donner un calendrier plus favorable. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Merci. Merci Madame la Présidente. Ça va être difficile de reprendre un peu notre fil conducteur après tout ce que vous nous avez dit sur l'évolution des honoraires, mais c'était très intéressant hein, sur la perte des mandats, sur l'échec hein, de la norme ALP, et puis sur le code de déontologie dont on attend avec impatience vos normes de déontologie au semestre prochain. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse hein, pour faire un peu de publicité pour la CRCC de Paris. On a tenté de vous éclairer sur ce sujet dans un webinaire qui est en ligne hein, sur notre site internet. Bon, ceci étant dit,
Alors, vous avez dit en préambule tout à l'heure que vous aviez une réponse à une question que je ne vous avais pas encore posée, mais on l'a évoqué tout à l'heure, c'était le sujet du secret partagé. En l'occurrence, le secret partagé entre les commissaires aux comptes, administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans le cadre notamment d'ouverture des procédures amiables. Alors, je ne sais pas si le régulateur a une proposition à nous faire sur ce sujet, puis après on s'adressera évidemment aux législateurs. Sachant que les professionnels, tout à l'heure, qui vont venir nous retrouver sur ce plateau, aussi ont cette demande. Alors, comme tout juriste que nous sommes, parce que moi je ne dis pas de vous que vous êtes des professionnels du chiffre, je dis que vous êtes des professionnels du droit du chiffre. Et donc, comme tout professionnel du droit, on commence par la loi. La notion de secret professionnel, elle est encadrée pour vous dans 2 textes, dans 2 codes, le code de commerce et le code pénal. Le code de commerce, c'est l'article L822-15. Je le lis. Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés de ce secret à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre 4, du livre 3, etc. Ce sont les procédures collectives dont on a parlé. Une petite particularité, lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale, puisque vous savez que dès qu'il y a consolidation des comptes, il y a co-commissariat aux comptes. Donc, je disais, lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de ces personnes sont les uns à l'égard des autres libérés du secret professionnel et ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés. C'est ce que nous appelons le secret professionnel partagé. Et c'est ce qui vous indique aussi, enfin le texte vous indique que vous procédez à une revue indépendante ou lorsque vous contribuez au dispositif de contrôle de qualité interne d'une entreprise, vous êtes également astreint au secret professionnel. Enfin, le même texte vous délie du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ainsi que du juge de l'élection. Vous savez que vous avez des obligations particulières lorsque vous vous intéressez à des partis politiques. Bien. Le code pénal, il faut bien le dire aussi, le lire, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au Code pénal ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. C'est les textes que vous devez avoir en tête pour savoir que vous avez un secret professionnel à respecter. L'actualité de ce sujet en ce moment, c'est Tracfin. Vous savez que vous avez une nouvelle norme professionnelle qui a été publiée, qui s'appelle la 80... Je vais oublier le nom. 9605. Pardon, la 96... Je suis toute nouvelle dans la profession, donc soyez un peu indulgents avec moi. La 9605 qui vous explique que vous devez dénoncer à Tracfin et donc violer, en ce cas-là, votre secret professionnel lorsque vous avez, dans toutes les histoires de blanchissement et de financement du terrorisme. J'ai rendez-vous, le texte a été élaboré, il est long, précis, il y a eu des échanges assez serrés entre le H3C et Tracfin pour établir un texte qui soit à la fois acceptable pour Tracfin, mais aussi qui tienne compte des contraintes et de ce qu'est un commissaire aux comptes. Ce n'est pas celui qui voit passer les flux,
ce que nous avons dit à Tracfin. Ce n'est pas le banquier, ce n'est pas l'expert comptable de la société. Il ne peut pas avoir les mêmes informations et il n'est pas non plus commissaire de police. Et puis il a ce qu'on appelle un jugement professionnel. Et donc nous avons réintroduit dans cette obligation de déclaration à Tracfin des soupçons de blanchiment, votre jugement professionnel qui vous permettra, mais chaque fois que vous l'exercez, vous le savez bien, d'avoir une appréciation mesurée de la situation. Donc, le texte est assez long, il va être publié sur le site du Haut Conseil, je pense la semaine prochaine. Il est désormais finalisé. Je voulais vous rappeler que pour les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, vous êtes délié du secret professionnel tout au long de la procédure, à l'égard du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu'il s'agit d'une procédure civile, du juge commissaire et du juge commis par le tribunal avant de statuer sur l'ouverture de la procédure, de l'administrateur judiciaire qui a pour mission d'administrer la société en lieu et place des dirigeants légaux. Voilà ce que je voulais dire pour le secret professionnel, sans être trop longue. Merci. Écoutez, merci beaucoup. De toute façon, sur la 9605, et on suit les préconisations du Haut Conseil, puisqu'on essaye déjà de former toutes nos consoeurs et tous nos confrères à cette nouvelle norme. On a déjà fait trois sessions, voyez-vous. Déjà, on a eu beaucoup de monde qui a participé. On doit avoir 700-800 personnes à peu près qui ont participé. Et on va rejouer ça encore en fin d'année. C'est bien. Quand nous avons rencontré les services de Tracfin, ils nous ont donné les chiffres du nombre de procédures qu'ils avaient reçues de commissaires aux comptes. Donc, vous avez déjà commencé à vous plier à cette obligation. Et d'ailleurs, le Tracfin disait la qualité de vos transmissions. Manifestement, les formations ont servi, mais surtout, vous êtes des professionnels extrêmement avertis. Et donc, quand ils reçoivent vos signalements, en tout cas, ils en ont signalé la qualité. La seule chose, et je me fais un peu leur interlocuteur, c'est qu'il vous arrive aussi de faire à la fois la déclaration article 40 au procureur de la République et puis la déclaration à Tracfin. Ils demandent juste que dans ce cas-là, vous le leur disiez, parce qu'ils ont perdu du temps à commencer à travailler sur un dossier, alors qu'en réalité, le procureur de la République compétent, lui aussi, avait été informé par vous. Et le fait de ne pas être informé, c'est une perte de temps assez bête en réalité. Donc voilà, juste vous dire que si vous faites cette déclaration à Tracfin et qu'il y a aussi un article 40 que vous avez fait, il faut juste le mentionner. Voilà. Mais en tout cas, je me fais leur interlocuteur pour dire qu'ils ont remarqué que votre travail en la matière était très qualitatif. Jean-Paul Mattei, vous nous avez parlé tout à l'heure du secret professionnel, de votre vision avec des secrets professionnels différents, mais vous avez émis une belle idée un petit peu d'une équipe qui peut être au chevet de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que par la loi, on pourrait essayer d'améliorer un peu cette fluidité, toujours pour être plus utiles les uns envers les autres? Oui, je pense que quand on parle de secret professionnel partagé, je pense qu'on pourrait essayer de travailler dessus parce que ça serait nécessaire. Après, il y a la pratique, hein, il y a ce qui se passe, les échanges et autres. Moi, j'essaie toujours, en tant que législateur, de dire comment on fait en réalité, parce qu'on met des textes, on met des normes en place, mais ensuite, est-ce qu'elles sont facilement applicables et autres? Vous parliez de Tracfin, c'est des choses qu'on connaît bien dans notre profession de notaire, et c'est toujours des situations un peu compliquées. Moi, je sais qu'à certaines époques, pour avoir échangé lors d'une assemblée des commissaires aux comptes avec un des responsables de Tracfin, c'était presque... Il fallait ne rien dire et piéger en quelque sorte la personne. Donc, j'avoue que c'est très compliqué. C'est nécessaire et indispensable. Et d'ailleurs, ça me fait réagir sur le fait de l'importance de la présence des commissaires aux comptes dans beaucoup d'entreprises. On évoquait, et vous évoquiez, Madame la Présidente, ce qu'a pu faire le législateur, et je l'assume même
puisque je suis un député de la majorité. Mais il ne fallait pas couper les capteurs. Hein. Comment ? Il ne fallait pas couper les capteurs. Oui, on a coupé les capteurs, surtout dans les groupes de sociétés. Dès qu'il y a une société holding, je pense que quand il y a des flux, on aurait dû être beaucoup plus vigilant là-dessus. Donc, pour revenir sur le secret professionnel, effectivement, je pense qu'il faudrait qu'on évolue dans le sens où on peut partager des informations qui sont nécessaires à la continuité de l'entreprise, en quelque sorte un diagnostic. Et encore une fois, on l'a en pratique. Hein, il nous arrive d'avoir des échanges avec les commissaires aux comptes quand une entreprise est un peu en difficulté. On a ces échanges qui se font, et effectivement, on n'est pas très à l'aise sur le plan secret professionnel, effectivement, s'il y a une procédure et qu'on met en jeu la responsabilité des commissaires aux comptes qui ont divulgué certaines informations pour le bien, pas forcément pour le mal, pensant... Donc il faut faire attention. Heureusement, il y a, à ma connaissance, assez peu de... je dirais de contentieux, du moins ce que j'ai pu dans ma pratique rencontrer sur ce sujet, mais effectivement il faut être prudent. Il y avait également cette notion de secret, on l'a vu au moment des PGE, certaines entreprises qui avaient du mal à être éligibles au PGE compte tenu de la situation. Je sais qu'on s'était battu pour notamment les entreprises qui avaient des capitaux propres négatifs, qui étaient une cause de non-obtention des PGE. Heureusement, ça a évolué parce que bon, capitaux propres négatifs, pas significatif forcément que la société va mal. C'est simplement une retranscription ou un manque de capitalisation et de fonds propres, et on pourra peut-être y revenir. Voilà, donc je crois qu'il faut que nous, législateurs, on essaie de coller. C'est ce qu'on a essayé de faire. Hein. Alors avec ce texte qui, hélas, il n'y a toujours pas de décret d'application qui est sorti sur ce redressement simplifié, j'avoue que je suis assez sceptique, je le dis franchement. On a des procédures, on peut très bien les appliquer. À mon avis, on aurait beaucoup d'autres choses à faire sur le droit du redressement judiciaire, de la liquidation, et notamment sur la poursuite des inscriptions et autres. Mais enfin, c'est un autre sujet, il y aurait beaucoup de choses à faire. Sur le secret, oui, il faudrait qu'on rassure et qu'on sécurise un peu tous ces professionnels par rapport au secret professionnel. Je pense que ça serait bien qu'on puisse avoir un secret professionnel partagé avec les acteurs qui eux-mêmes ont une obligation liée à leur statut. Donc, dans la mesure où, j'ai moi-même une obligation de secret professionnel, on se renforce dans ce secret professionnel commun que l'on pourrait regrouper. Donc, il faudrait qu'effectivement le législateur travaille là-dessus. Okay, merci. Merci beaucoup. Alors, pour terminer les quelques minutes qui nous restent de cette première table ronde, on avait envie de revenir sur un épineux sujet qui est celui du règlement de nos honoraires par nos clients en difficulté. Alors, évidemment, on rêverait d'être créancier privilégié. On a discuté en préparant cette table ronde avec le président du tribunal de commerce qu'on interrogera par la suite, un petit peu souri. Bon, pour autant, voilà, évidemment, c'est une vraie question pour nous. Et une autre question est celle de la démission de notre mandat dans la circonstance du non-règlement de nos honoraires. Et c'est sur ce point particulier qu'on voulait vous entendre, Madame la Présidente. Merci. Sur les honoraires, je ne suis pas directrice des affaires civiles et du Sceau. Je ne suis donc pas chargée de revoir la liste des créanciers privilégiés. J'ai assisté au contentieux assez violent qui a opposé les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires aux AGS ou à l'AGS. Donc, ce que je sais juste, c'est que moi, j'ai plaidé là-dessus la cause des commissaires aux comptes en disant, si vous voulez que ça fonctionne mieux, les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, il ne faut pas limiter le contrôle des commissaires aux comptes seulement aux comptes spéciaux des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, mais à leur comptabilité intégralement. C'est une profession qui manie beaucoup de fonds, qui est discutée, dont les honoraires sont extrêmement complexes à vérifier. Et je sais que certains d'entre vous certifient les comptes parce que certains administrateurs judiciaires dépassent les seuils de la loi Pacte, mais pas tellement. Et vous, par contre, vous vérifiez les comptes spéciaux. Et cette proposition que j'ai faite au directeur des affaires civiles et du Sceau
recueilli son accord. Je pense que votre profession va être davantage impliquée dans le travail des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, mais en marge de la procédure collective, évidemment, puisqu'il y a tout le rôle du juge commissaire, du juge taxateur, où il n'est pas question que vous interveniez, mais dans la vie normale de cette profession, dans son quotidien, il est assez question que votre profession soit davantage utilisée pour ses compétences à certifier des comptes. Sur la deuxième partie, le deuxième point sur vos honoraires, moi je suis assez effarée de la mauvaise construction législative qui est faite au sort de vos conflits en matière d'honoraires avec vos clients. Si vous êtes en conflit avec un de vos clients, voilà ce qui va vous arriver. Vous devrez d'abord aller devant une compagnie régionale pour essayer d'avoir une médiation. De ce que j'ai pu regarder, mais je suis encore une fois depuis très peu de temps à la tête du H3C, c'est assez rare que la tentative de médiation aboutisse. Du coup, vous êtes obligé d'aller devant la formation restreinte du H3C pour faire juger, pour faire décider, puisque ce n'est pas un jugement, pour faire décider de quel est le montant de vos honoraires. Mais tel que la loi est construite, et parce que c'est une autorité administrative publique indépendante et pas une juridiction, vous n'obtenez pas ce faisant un titre. Si votre adversaire, contre lequel vous avez obtenu une décision qui fixe le montant de vos honoraires, ne les règle pas de façon amiable, vous êtes contraint de retourner devant le tribunal judiciaire compétent pour obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire un jugement revêtu de la formule exécutoire que vous pourrez mettre à exécution avec un huissier. Cette juridiction, pourtant, n'a pas la compétence légale de modifier le montant des honoraires qui a été fixé par le Haut Conseil, qui, lui, a la compétence exclusive là-dessus. Donc, finalement, le passage devant le tribunal judiciaire, ça vous coûte du temps et de l'argent, mais pour une modification pour aucune modification possible. Et si vous avez affaire à un client rétif, il va décider de faire appel de la décision et vous devrez encore attendre votre titre exécutoire. Donc moi, j'ai soumis tout cela au directeur des affaires civiles et du Sceau en disant qu'il y a peu de professions qui sont aussi mal protégées par la loi contre des débiteurs rétifs. Et comment dire, je suis entre la Cour de cassation et le DACS. Ils n'ont pas les mêmes lectures. La Cour de cassation maintient que le Haut Conseil ne peut pas prononcer de condamnation contre votre client. Et le directeur des affaires civiles et du Sceau n'est pas de cet avis et pense que, après tout, je pourrais apposer la Marianne sur la décision du Haut Conseil. J'en suis là de mes discussions. Je vais aboutir parce que je suis opiniâtre et puis que je trouve qu'on vous fait un sort injuste là et qu'il faut trouver à simplifier le paiement de vos honoraires lorsque le client s'y refuse. Est-ce que la solution, c'est pas la démission parfois aussi ? Alors, j'y viens. C'est ce que, voilà. Enfin, j'espère que non, quand même. Mais on devrait pouvoir simplifier la procédure pour vous éviter de démissionner. Mais donc, la démission, je me dépêche. Le principe, vous le savez, vous devez accomplir votre mission jusqu'à son terme. Et vous le savez aussi, la durée du mandat est fixée à 6 années pour la certification des comptes. Il y a une exception, le mandat est réduit à 3 ans pour les missions Alpes dans les petites entreprises. Voilà. Le Code de déontologie, son article 28, vous autorise à démissionner en disant vous pouvez le faire si vous avez un motif légitime. Nous en avons 4 dans votre Code de déontologie. Premièrement, la cessation définitive de l'activité de l'entreprise. Deuxièmement, un motif impérieux, notamment votre état de santé. Troisièmement, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission lorsqu'il ne vous a pas été possible d'y remédier. C'est comme ça que s'exprime votre code de déontologie. Et puis, la survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession et notamment
à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes. Je dois vous dire que je reçois chaque jour environ une dizaine de lettres de démission. Donc chez vous, c'est une vraie question que ce point-là. Dans le contexte des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire, je dois vous rappeler que ça n'est pas un moyen, ce n'est pas une cause d'accepter de démission et de rupture anticipée du mandat du commissaire aux comptes. Au contraire, en cas de liquidation judiciaire, la mission du commissaire aux comptes se poursuit pendant les opérations de liquidation et est censée se terminer avec la dissolution de la société. C'est l'article 1844-7 du Code civil qui le dit. La société prend fin avec un jugement qui ordonne la clôture de la procédure collective. Que dit le Haut Conseil? Le Haut Conseil est plus indulgent que cela. Dans les situations de règlement judiciaire, l'impécuniosité est largement et généralement invoquée et vous dites assez justement que ça affecte l'indépendance et l'objectivité surtout du commissaire aux comptes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nous aider? L'article 12 de votre code de déontologie qui dit « Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en œuvre les mesures de sauvegarde appropriées. » Bon. L'article 28 qui considère comme motif légitime, je viens de le dire, la survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession. Cette situation crée une difficulté, vous y êtes tous confrontés. L'entité en difficulté, par exemple au règlement judiciaire, est soumise à l'obligation, si l'entité qui est en difficulté est soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, elle sera dans l'impossibilité de remplacer le commissaire aux comptes qui démissionne, parce qu'un autre commissaire aux comptes ne pourra pas accepter la mission au regard de l'insuffisance ou de l'absence d'honoraires. Je reçois régulièrement, je vous le disais, des lettres de votre part dans lesquelles vous m'expliquez que vous démissionnez parce que la société ou l'administrateur judiciaire vous le dit, d'ailleurs, qui n'est plus en mesure de régler vos honoraires. Nous savons que les textes nous sont mal rédigés. Nous avons demandé au directeur des affaires civiles et du Sceau d'organiser un groupe de travail avec la profession sur ces questions-là. Il vient de nous répondre qu'en réalité, il a suffisamment de documentation sur la question depuis les années que se posent ces questions et que c'est plutôt lui qui va proposer une rédaction au Conseil, une modification et de vos textes de manière à ce que vous retrouviez un peu de souplesse. En tout cas, le Haut Conseil n'engage pas de poursuite disciplinaire, bien sûr, contre toutes ces lettres de démission que je reçois. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors, on n'est pas trop aidé par la loi. J'aurais voulu soumettre au président Netter de lui demander si on pouvait se faire classer différemment nos créances au niveau du tribunal pour que vous ayez le mot de la fin avant que vous fasse poser quelques questions par la salle. Écoutez, je vais quand même me protéger par rapport à monsieur le député. Il y a une règle qui est la séparation des pouvoirs et donc jusqu'à présent, ce n'est pas les tribunaux qui font la loi et je pense que c'est très bien comme ça. Donc ce sera à monsieur le député et à ses collègues de prendre cette décision. Merci, Monsieur le Président. Alors, rapidement, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Il y aurait beaucoup de questions à vous poser. Alors, on n'aurait plus de deuxième table ronde, mais je crois qu'on a quelques questions qui ont été préparées par des élus. Je crois que la première, moi, je ne vois pas, parce qu'avec les projecteurs, je ne vois pas, mais Maude, que j'ai aperçue tout à l'heure, Maude Bodin, qui est élue à la CRCC de Paris et qui fait partie du Conseil, a une question à vous poser, Président. Bonjour Président, donc je reviens sur vos termes. Vous nous avez indiqué avoir peu reçu de lettres de procédure d'alerte, mais en tout état de cause, depuis le début de la crise sanitaire, nous avons eu une accélération de cette procédure d'alerte. Donc est-ce que vous avez été dans ce cadre effectivement plus sollicité qu'auparavant et est-ce que vous avez plus entendu les commissaires aux comptes des clients ? Je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas eu vraiment de changement, à vrai dire.
Peut-être aussi parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a moins de procédures collectives et que, en ce moment, l'économie est un petit peu en situation d'apesanteur. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de procédures d'alerte. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas submergé par les courriers. Je ne sais pas si si ça va changer vraiment ou pas. Ça, c'est vous qui le savez. C'est la façon dont vous allez prendre en main ces possibilités que vous avez aujourd'hui ou que vous aurez dès la première information de saisir le président du tribunal. En tout cas, nous, on est tout à fait disposés à entamer un dialogue qui aujourd'hui est assez peu nourri, vous l'aurez compris. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On a une deuxième question qui vous est posée par un de nos élus, Jean-Charles Boucher. Oui, bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Pour Madame la Présidente, cette fois-ci. Oui. Effectivement, le président Netter l'a rappelé tout à l'heure, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a rendu dans son baromètre des entreprises le constat que le nombre de défaillances avait effectivement baissé. Néanmoins, force est de constater que le taux de proportion des liquidations judiciaires par rapport à l'année dernière a augmenté, lui. Ce qui montre bien des situations de plus en plus compliquées, des situations irréversibles pour les entreprises dans le cadre de ces déclarations de défaillance. Donc ma question s'adresse plus particulièrement sur la phase 0 que vous avez évoquée, Madame la Présidente, et de savoir si finalement cette phase 0, qui avait vraiment un intérêt quand elle a été initiée l'année dernière, d'anticiper au maximum et surtout d'inviter les dirigeants à trouver des solutions parmi la pléthore de procédures existantes, est-ce que vous ne pensez pas que cette phase 0 devrait être intégrée complètement dans le Code de commerce par voie législative ? Vous savez qu'elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Et oui, en tout cas, le Haut Conseil est favorable, va le demander. Pour moi, il y a une loi économique en préparation. Et je trouve que oui, c'est pas grand-chose à faire. Et ça serait tout à fait bénéfique pour aider à la reprise en plus des entreprises dans cette phase de crise. Le Haut Conseil est favorable, oui. Merci, Madame. Alors pour terminer cette table ronde, une ultime question qui vous est adressée, Monsieur le député, par notre président de l'Ordre des experts comptables de Paris, Laurent Vénoudise. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Paul, bonjour Président, bonjour Madame la Présidente. C'est une question évidemment qui va concerner les experts comptables, vous en doutez bien. Il y a eu le rapport Richel, il y a eu le législateur qui est en train de modifier un petit peu les procédures collectives et pendant les interrogations qui ont été faites, et je crois qu'il y a même eu une enquête parlementaire, enfin des auditions parlementaires, certains ont émis l'hypothèse, pour prévenir au mieux les difficultés des entreprises, que l'expert comptable soit soumis à une sorte d'obligation de révélation un peu à l'instar des commissaires aux comptes auprès des tribunaux de commerce, une sorte de droit d'alerte, vous voyez. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui, aussi bien l'un que l'autre, vous interpelle et si vous êtes évidemment favorable ou pas. J'espère que non. Voilà. Mais vous avez la liberté de répondre ce que vous voulez, bien sûr. Bonjour Laurent, ça me fait plaisir de te voir. Oui, tu dis donc c'est la procédure d'alerte lancée par les experts comptables, ouais. C'est ça? Bah oui, parce que tu sais, on est quand même plus au fait que le commissaire aux comptes de ce qui se passe dans l'entreprise. Même si la mission est permanente pour le commissaire aux comptes, il a souvent l'habitude d'intervenir que de manière ponctuelle, alors que l'expert comptable, ça a été testé en Belgique, avec un succès très limité. Mais ça n'interdit pas certains d'imaginer que rajouter ce type de contraintes sur les experts comptables permettrait peut-être d'être un peu plus équipé en termes de prévoyance. Mais bon, je n'y crois pas, évidemment. Il y a la procédure d'alerte officielle qui pourrait être... Le rôle de l'expert comptable est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est le conseil du... Ah oui. Et justement, on voit bien la différence entre le commissaire aux comptes et l'expert comptable. Et moi, pour moi, dans mon esprit, c'est bien clair. Et c'est vrai que... Alors, vous aviez certaines obligations, vous, les experts comptables, qui ont été rajoutées par le législateur. Est-ce que jusqu'à la procédure d'alerte, ça me trouble un peu, je dirais. Ça me trouble un peu. Il faut faire de l'amiable dans l'entreprise, essayer de convaincre le dirigeant je dirais, aller peut-être dans la procédure amiable
Il y a toujours la sauvegarde et autres. Moi, je l'évoquais lors de nos échanges préparatifs sur toujours l'inquiétude qu'a le chef d'entreprise allait pousser la porte du tribunal de commerce. Il m'est arrivé, moi, d'accompagner des dirigeants dans le cas d'état de cessation de paiement où tout le monde les lâche, ils se retrouvent très seuls. C'est des moments très difficiles humainement. Et souvent, effectivement, je crois que l'expert comptable aurait effectivement une mission incitative et, je dirais, un peu contraignante vis-à-vis de son client, pas le menaçant, mais en l'invitant de manière importante d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de sa situation. C'est une relation humaine. Je ne sais pas si le législateur pourrait encadrer, peut-être. Depuis que je suis législateur, j'avoue que je suis très modeste. J'étais très critique sur la rédaction des lois. Maintenant, je me rends compte que ce n'est pas facile de légiférer, surtout à travers les amendements. On a un texte, souvent un projet de loi, et qu'on amende, et c'est parfois difficile d'arriver à maintenir l'équilibre d'un texte. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à ce processus? Ça me semble un peu, ça me trouble un peu, mais je pense que c'est certainement nécessaire par le fait effectivement qu'il y a moins de commissaires aux comptes dans l'entreprise. Et je le dis pas pour vous faire plaisir. Je pense que c'est une erreur. Pour les petites entreprises, oui. Moi-même, j'ai conservé dans mon entreprise mon commissaire aux comptes, même si j'étais plus obligé. Je pensais que c'était nécessaire, même vis-à-vis des associés, vis-à-vis des partenaires. Je le disais tout à l'heure. C'est une autorité indépendante qui me semble nécessaire au monde économique. Et je voudrais juste dire un mot, si vous me permettez. On voit beaucoup d'aventuriers de la finance aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Je vais être un peu... Je prends le risque peut-être de ne pas être très politiquement correct. On a par exemple le phénomène des SPAC. Vous savez, ces sociétés qui se constituent pour acheter des entreprises avec des multiples d'EBITDA absolument déraisonnables. Moi, je pense que là, vous avez un rôle, vous, commissaire aux comptes, de vigilance, parce que ce sont souvent des catastrophes annoncées par rapport à, je dirais, à la viabilité de certaines entreprises. Vous avez également un rôle, on aura de plus en plus de participation des salariés, on l'évoque, l'entreprise est en train de complètement changer, et là, votre rôle sera essentiel pour justement préserver les bons équilibres. Parce que ces possibilités juridiques, ces aides qui sont apportées par l'État, notamment pour les entreprises et autres, la contrepartie, c'est qu'on ait un œil d'une personnalité indépendante au sein de l'entreprise qui puisse alerter. Je ne pense pas que le commissaire aux comptes puisse jouer, l'expert comptable par contre, pardon, ne puisse jouer ce rôle parce qu'il a une relation de client vis-à-vis et de conseil et d'accompagnement, mais le commissaire aux comptes, et on voit bien la limite de ce qu'on a pu faire en modifiant les seuils. Bon, voilà, c'est fait, mais je pense qu'on risque à terme de le regretter un petit peu, parce que c'est un élément de stabilité économique et donc de la stabilité de notre société. Écoutez, merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Député. On a eu une table ronde enrichissante. Je pense qu'on était heureux de vous écouter. On vous remercie beaucoup de votre intervention. On a maintenant...